Fadila Maroufi, mais je vous ai regardé, j'ai écouté votre discours que vous avez fait l'an dernier. Vous parlez, je vous cite, d'un ennemi qui nous a déclaré la guerre. Vous avez dit, ils veulent notre mort. Ces mots, vous les maintenez ? Oui, je les maintiens, je les assume complètement parce que je pense que ça fait plusieurs décennies en tout cas que ça se prépare. Moi, je l'ai entendu depuis mon enfance. J'avais été déjà choquée quand j'étais plus jeune sur ce qui s'est passé en Algérie avec la décennie noire, les massacres les années 90. Et les années 90, tout à fait. Mais j'entendais exactement les mêmes propos, c'est-à-dire l'appel à la haine contre le mécréant dans les mosquées. Et j'avais été fortement interpellée parce que c'était exactement ce qui était dit et ce qu'on entendait en fait en Algérie. C'est en tout cas ce qui en ressortait et quand on fait un parallèle en fait c'est ce que moi j'ai pu constater et puis j'ai grandi avec cette haine en fait qui nous est inculquée depuis l'enfance en réalité aussi bien au sein des familles que dans la communauté via aussi les mosquées qui se sont implantées à partir des années 80 qui sont des mosquées qui ont été financées depuis l'étranger au départ par l'Arabie Saoudite mais aussi par le Qatar et puis il y a eu évidemment avec le courant wahhabite et des frères musulmans j'ai eu plusieurs générations. Moi je suis issue d'une famille de troisième génération, l'aîné de 8 enfants. Et à partir de la deuxième génération, on voit que les choses changent et mes camarades de classe qui tiennent des propos haineux vis-à-vis des mécréants. Quand ça change, vous avez quel âge ? Quand est-ce que vous remarquez, vous observez ces premiers changements ? Alors, je devais plus ou moins avoir, à partir de l'âge des années 80, à partir de l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, au fur et à mesure que plus je grandissais, au plus il y avait des normes islamiques qui commençaient à être imposées. Lesquelles, par exemple ? J'avais par exemple des camarades de classe à l'école qui me disaient « Oh, c'est dommage, tu devrais être avec un voile, tu fais tout bien, tu as l'air d'être sincère et pieuse, il manque plus que le voile pour que tu sois vraiment admise par Allah et que tu suives vraiment l'islam. » Alors que mon père n'était pas du tout pro-voile, même au contraire, il n'aimait pas ce côté-là. Oui. C'est vraiment au bout de quelques années, des années plus tard, en fait, que ma mère va être elle-même enroulée, endoctrinée par mes frères qui eux-mêmes seront endoctrinés dans les quartiers et qui vont se radicaliser. Alors vous avez été travailleuse sociale, vous avez donc été au cœur des familles et c'est là où vous avez pu voir aussi en tant qu'adulte l'évolution, c'est ça ? Tout à fait. En fait, quand j'ai commencé à m'émanciper, parce que j'ai quand même vécu des choses dures au sein de la communauté, moi-même par mon expérience, c'est que j'ai voulu être travailleuse sociale pour justement aider les familles de confession musulmane à sortir de tout ce schéma. Donc je me suis engagée, j'ai poursuivi des études, je me suis engagée dans la vie associative et j'ai accompagné des familles où j'ai constaté exactement les mêmes schémas, les mêmes problématiques, c'est-à-dire la violence au sein des familles, la violence de la part des proches, que ce soit les parents, que ce soit les cousins, cousines, etc. Et en même temps, j'ai vu cet endoctrinement qui était encore de plus en plus présente. Et moi qui pensais avoir échappé à ça, puisque je me suis extrait d'un milieu familial qui commençait à être pesant et d'un quartier, par le travail, c'est que je me suis rendu compte que dans le travail, on m'appelait souvent à tenir des normes islamiques, par exemple, ne pas manger pendant le ramadan, essayer d'être couverte le plus possible, le fait que je ne sois, alors que je m'habillais pas d'une manière extravagante, j'étais habillée normalement, comme vous me voyez ici, mais le fait que je porte pas le voile, que je porte des t-shirts à manches courtes, etc., tout ça posait problème, et donc on me rappelait systématiquement à une pratique rigoriste de l'islam. Quelle est la stratégie à l'œuvre en Belgique ? Alors, si on part depuis le départ, les islamistes ont d'abord ciblé les musulmans, c'est-à-dire les ramener et les rappeler à l'islam, les endoctriner en les culpabilisant, en rappelant l'enfer, le paradis, surtout l'enfer évidemment, plus particulièrement pour les femmes, et aussi la haine des juifs. C'est vraiment les deux éléments qui sont centrales, c'est la haine des juifs et la place de la femme en islam et le rôle qu'elle doit tenir et ce qui l'attend évidemment si elle ne pratique pas l'islam conformément à la charia. Et puis ensuite, petit à petit, on voit qu'ils ont commencé à surtout essayer de convaincre les mécréants. C'est-à-dire qu'au plus on voyait cet entrisme rentrer, pénétrer les différentes sphères, que ce soit les vies associatives, le monde associatif, que ce soit les partis politiques, etc. On voit qu'ils travaillent à l'intérieur ce qu'on appelle les idiots utiles, en leur faisant croire qu'il y a un vivre ensemble à travailler, mais ce vivre ensemble va toujours dans la même direction. C'est-à-dire que si on fait une fête de quartier, eh bien il faut que tout soit conforme à l'islam pour pas heurter les musulmans. Donc les Belges qui sont là, qui participent, ou les non-croyants, n'ont pas droit à leur verre de bière. On dit surtout pas, n'offusquez pas les musulmans, pas de boudin,
boudin, pas de porc, mais on va plutôt préparer un couscous. Voilà, pas d'alcool. Donc il faut surtout pas heurter. Et ça vient surtout, on va dire, des travailleurs sociaux qui ont intégré, si vous voulez, le discours des personnes du vivre ensemble, et puis des fréristes, en fait, des gens qui donc, ont... Sous couvert de vivre ensemble, pour vous, c'est l'imposition, enfin l'entrisme des frères musulmans qui est à l'œuvre en Belgique, c'est ça? Tout à fait. Ils ont compris notre système, ils ont compris notre langage, ils ont compris comment arriver finalement à renverser les choses. C'est vraiment d'une manière assez perverse, en fait. Et donc, c'est comme pour le voile, finalement, qui était à la base, tout le monde voyait ça comme une soumission de la femme, comme une séparation entre les hommes et les femmes. Et puis, tout d'un coup, c'est devenu ma liberté, mon choix. Alors que le seul choix que la femme fait, finalement, c'est accepter le voile par soumission. Parce qu'en réalité, il ne représente que ça.